le couteau s'enfonça dans ma poitrine avec une précision chirurgicale, le sang chaud jaillissant comme une fontaine obscène sur le tapis persan de notre salon haussmannien. Jacques, mon associé de toujours, arborait ce sourire carnassier, ses yeux brillants d'une joie sadique tandis qu'il murmurait « C'était trop facile, Pierre. Ton empire est à nous maintenant. » À ses côtés, Marie, ma femme, ma confidente, feignait des sanglots étouffés, mais je voyais la lueur de triomphe dans son regard, la trahison la plus pure, celle qui coupe plus profond que n'importe quelle lame. Je m'effondrais, le monde se brouillant en un tourbillon de regrets et de haine, la scène en contrebas chantonnant son hymne moqueur aux amants maudits de Paris. Mais la mort n'était pas une fin, un vertige cosmique me happa, et je me réveillai en sursaut dans le même lit king size, 5 ans plus tôt, le corps tiède de Marie levé contre le mien, ignorant que je portais désormais en moi le poids de toutes les vérités révélées. Ce n'était pas un rêve. Le calendrier sur la table de nuit indiquait le 15 juin 2020, pas le funeste 8 décembre 2025 où tout avait basculé. Mes mains tremblaient en effleurant la cicatrice invisible de ma poitrine où elle n'était plus là, mais la douleur fantôme persistait, un rappel brûlant que j'avais été assassiné pour un secret que je n'avais même pas soupçonné. Notre firme d'avocats, bâtie sur des années de luttes acharnées dans les couloirs feutrés du palais de justice, n'était qu'une coquille vide, rongée par les malversations de Jacques et les amours adultères de Marie. J'avais tout sacrifié pour eux, ma jeunesse, mes scrupules, même mon neveu, ce gamin paumé que j'avais recueilli après la mort de sa mère. Et en échange ? Une balle empoisonnée dans le dos, déguisée en accident de voiture sur le Pont-Neuf, pour que l'assurance paye et que leurs mains restent propres. Non, cette fois, ce serait différent. Je me vengerais, non pas avec des cris ou des procès trop prévisibles, trop français dans leur hypocrisie policée, mais avec la froideur d'un scalpel, taillant dans leur vie comme ils avaient taillé dans la mienne. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, serait le théâtre de leur chute, et je serais le metteur en scène invisible. Je me levai sans un bruit, le parquet craquant sous mes pieds nus comme un avertissement du destin. La lumière filtrant à travers les rideaux de soie donnait à la chambre une aura irréelle, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Marie remua légèrement, ses cheveux blonds en cascade sur l'oreiller, et murmura dans son sommeil, « Pierre. Reste. » Rester ? Oh, ma chère, je ne partirai plus jamais. Pas avant d'avoir vu tes yeux s'emplir de la même terreur que les miens en cet instant fatal. Je descendis à la cuisine, où le café percolateur ronronnait déjà un rituel immuable de notre vie bourgeoise. En versant l'eau bouillante, mes pensées dérivèrent vers le secret qu'il m'avait caché. Jacques n'était pas seulement mon partenaire, il était l'amant de Marie depuis des années, et ensemble, ils avaient falsifié des documents pour détourner des millions de la firme, impliquant même des politiciens corrompus de l'Élysée. J'avais découvert cela trop tard, lors d'une fouille désespérée de mon bureau ensanglanté. Mais maintenant, armé de cette connaissance, je pouvais remonter la chaîne, pierre par pierre, jusqu'à leur ruine totale. Le petit déjeuner fut un exercice en retenue. Marie s'installa en face de moi, vêtue d'une robe de chambre en satin qui soulignait ses courbes avec une fausse innocence. « Tu as l'air distant ce matin, chérie. »« Un mauvais rêve ?» demanda-t-elle, ses lèvres ourlées en un sourire complice. « Distant ? Si seulement elle savait que je revivais notre dernière nuit, celle où elle m'avait embrassé une dernière fois avant de m'offrir à la lame de Jacques. »« Juste le poids des affaires, mamie, » répondis-je, ma voix calme comme la surface de la Seine partant calme. Nous parlâmes de banalité ou le dernier scandale au tribunal, le gala de charité pour les arts à l'opéra, mais sous mes mots polis bouillonnait un plan. Le premier pas serait subtil, contacter mon neveu, Lucas, ce jeune loup affamé que j'avais formé dans la firme. Dans ma vie précédente, il avait été le bouc émissaire de leur manigance, accusé à tort de vol pour couvrir leurs traces. Cette fois, il serait mon allié, mon arme secrète. Lucas arriva à midi, son costume mal taillé contrastant avec l'élégance feinte de notre appartement du Marais. À 25 ans, il avait cet air de rébellion contenue, hérité de sa mère ma sœur, disparue trop tôt dans un accident douteux que je soupçonnais maintenant lié à Jacques. « Oncle Pierre. Tu m'as manqué. La firme est un enfer sans toi pour calmer les tempêtes. » Nous nous embrassâmes à la française, 3 bises sur les joues, mais je sentis la tension en lui, la même que j'avais ignorée autrefois. Assis autour de la table en acajou, je lui servis un café corsé et lâchai la première miette. « Lucas, dis-moi la vérité sur ces transferts bancaires suspects que Jacques a validés la semaine dernière. Ne mens pas, je sais que tu as vu les relevés. » Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de peur et de soulagement. « Comment ? Oncle, c'est dangereux. Marie est au courant, elle couvre pour lui. » Parfait.
La graine était plantée. Je lui confiai alors une partie de ma vision, pas la résurrection, bien sûr, cela aurait été du délire pur mais un pressentiment, sur leur liaison, sur les fonds détournés vers un compte offshore aux Bahamas. Aide-moi à les coincer, fiston. Pas pour l'argent, mais pour l'honneur. Et pour ta mère. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Par jour, j'étais le Pierre d'avant, l'avocat brillant, le mari attentionné, assistant à des dîners au Fouquet où Jacques pérorait sur la décadence de la justice française. Par nuit, je fouillais leurs traces numériques, piratant grâce à un contact discret dans la rue des Lombards, un hacker basané aux allures de philosophe existentialiste les emails chiffrés de Marie. Chaque message était une lame supplémentaire, rendez-vous clandestin à l'hôtel de Crillon, promesse de « notre vie sans lui ». La rage montait, mais je la canalisais en actions précises. Je modifiais subtilement un dossier clé, un contrat avec un client influent, un ministre de la Culture pour que les irrégularités pointent vers Jacques. C'était le début de la fissure. Mais la vengeance n'est pas un chemin linéaire, elle serpente comme les rues du quartier latin. Une nuit, alors que la pluie martelait les fenêtres, Marie me confia un secret, elle était enceinte. Dans ma vie passée, cet enfant n'avait jamais vu le jour, avorté en secret après ma mort, pour ne pas compliquer leur fuite. C'est le nôtre, Pierre. Notre renaissance. Le mot me frappa comme un coup près. Renaissance ? Ironie cruelle. Était-ce le mien, ou le fruit de leur trahison ? Un test ADN discret, commandé via un labo anonyme près de la Bastille, révéla la vérité, l'enfant était de Jacques. La décision qui suivit fut la première vraiment controversée, celle qui me fit douter de ma propre humanité. Au lieu de hurler, je souris et planifiai, je la garderai près de moi, la nourrirai de mensonges doux, jusqu'à ce que la naissance devienne leur piège ultime. La grossesse de Marie progressa comme un poison lent dans les veines de notre existence. Paris, en cet été 2020, étouffait sous une canicule inhabituelle, les terrasses des cafés bondées de masques et de murmures étouffés par la pandémie naissante. J'accompagnais Marie à ses rendez-vous à l'hôpital Cochin, feignant l'enthousiasme du futur père, tandis que mon esprit cartographiait les faiblesses de Jacques. Il était mordu, ce serpent, ambitieux, mais imprudent, avec un faible pour les jeunes stagiaires et les whisky single malt au bar Hemingway. J'orchestrai notre première confrontation indirecte lors d'une soirée au Ritz, où les lustres en cristal scintillaient comme des diamants de sang. « Pierre, mon vieux, tu as l'air en forme », lança Jacques en m'étreignant, son haleine chargée d'un cognac hors de prix. Marie, gonflée déjà de 3 mois, rayonnait à son bras, un geste trop possessif pour un simple associé. Nous trinquâmes l'avenir de la firme, mais mes yeux scannaient la salle, le ministre, les journalistes, les rivaux. Plus tard, isolé au bar, je glissai à Jacques une enveloppe anodone, des photos floues de lui avec une stagiaire, retouchées juste assez pour semer le doute. Un avertissement amical, Jacques. Les murs ont des oreilles à Paris. Il pâlit, balbutia une dénégation, mais la graine du paranoïa était semée. Ce soir-là, dans notre lit, Marie me questionna, inquiète, « Que as-tu dit à Jacques ?» Il était nerveux. Je l'embrassai sur le front, murmurant, « Rien d'important. Juste des affaires. Dors, ma chérie. L'enfant a besoin de repos. » Lucas devint mon ombre fidèle. Nous nous retrouvions dans un bistrot anonyme du 11e arrondissement, près de la place de la République, où les anciens combattants sirotaient leurs pastis en silence. Il avait creusé, ce gamin, les transferts menés à une société écran à Monaco, contrôlée par un cousin de Marie. « Oncle, c'est plus gros que nous. Si on frappe, ils riposteront. » Je souris, allumant une gauloise malgré l'interdit, un vice que j'avais abandonné dans ma vie précédente. « C'est le but, Lucas. Laisse-les venir. Et prépare-toi, je veux que tu prennes la tête d'un projet fictif, un audit interne. Fais en sorte que les chiffres pointent vers Marie. » Sa loyauté était mon encre, il ignorait ma mort passée, mais sentait la tempête. « Pour tante Claire, dit-il simplement, évoquant ma sœur. J'acquiesçai, la gorge serrée. Claire avait-elle été la première victime? Un accident de voiture en 2015, sur la 6, juste après avoir menacé de révéler les petits larcins de Jacques. Dans ma nouvelle vie, je commandai une enquête privée, via un détective boiteux du nom de Duval, un reliquat des années Mitterrand. Les résultats arrivèrent par email chiffré, frein saboté, témoins achetés. La boucle se resserrait. La tension monta en septembre, lorsque la firme remporta un gros contrat, défense d'un magnate de l'immobilier accusé de blanchiment. Jacques jubilait,
toquant le champagne au bureau de la rue de Rivoli. Mais j'avais anticipé, j'insérais une clause cachée, un piège juridique qui, activé, révélerait les irrégularités fiscales de notre client et par ricochet, celles de Jacques. Lors de la signature, je vis son regard s'assombrir quand il lut le document. « Pierre, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je haussai les épaules, innocent. « Une précaution, mon ami. La loi Sapin 2 nous y oblige. » Marie, présente pour la photo, posa une main sur son ventre, un geste protecteur qui me révulsa. Ce soir-là, ils se disputèrent, je les entendis par le micro que Lucas avait installé dans le bureau de Jacques, un gadget bon marché acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. « Il soupçonne quelque chose, Marie. Ton mari est plus malin que je ne pensais. » Sa voix tremblait de rage. « Calme-toi, amour. L'enfant naîtra bientôt, et Pierre signera tout. Il est faible. » Faible ? Oh, non. La faiblesse était leur illusion. Ma première décision vraiment controversée vint alors empoisonner subtilement leur confiance. J'invitai Jacques à une partie de chasse en Sologne, un rituel masculin que nous partagions autrefois. Sous le couvert des bois brumeux, fusil en main, je lui confiai un secret, fabriqué, une liaison imaginaire avec une collègue, pour tester sa réaction. Il rit jaune, mais je vis la jalousie s'allumer. De retour à Paris, il confronta Marie, et leur idylle fissura. Les textos que je interceptais étaient du poison pur, accusations, pleurs, menaces d'avortement. Parfait. Mais le karma, ce vieux farceur français, me rattrapa. Une échographie révéla une complication, le bébé en danger. Marie, terrifiée, me supplia, « Pierre, sauve-nous. Je t'en prie. » Je payais les meilleurs spécialistes, le professeur Laroche à la PHP, mais en secret, je jubilais. Si l'enfant mourait, ce serait leur croix, s'il survivait, il serait mon levier. Octobre apporta la première victime collatérale. Le ministre, sentant le piège, annula le contrat, accusant publiquement la firme de malversation. Les journaux Le Monde, Libération titrèrent sur « Le scandale des avocats véreux ». Jacques me convoqua en urgence, son visage ravagé par l'insomnie. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu nous sabotes. » Je niai, serein, offrant même de le couvrir. Mais Lucas, de son côté, fuitait des documents anonymes à Mediapart. La police financière frappa à la porte, perquisition, interrogatoire. Marie, alitée, pleurait des nuits entières, ignorant que j'écoutais derrière la porte, un verre de Bordeaux à la main. La vengeance goûtait le sel et le fer. Pourtant, au milieu de ce chaos, un doute s'insinua, étais-je meilleur qu'eux? Tuer par omission, manipuler les vies comme des pions sur un échiquier, ou était-ce justice ou simple sadisme? Lucas me confronta un soir, sous la pluie battante de la place Vendôme. « Oncle, ça va trop loin. Marie n'est pas un monstre, elle est piégée. » Piégée? Comme moi l'avait été. Laisse-moi finir, fiston. Ou tu seras le prochain sur la liste. Les mots sortirent durs, et je vis la peur dans ses yeux, la même que la mienne avant la lame. La nuit, seul avec mes démons, je repensais à ma mort, le gargouillis de mon dernier souffle, le rire étouffé de Jacques. Non, il n'y avait pas de retour en arrière. La naissance approchait, et avec elle, le climax. J'arrangeai un rendez-vous secret avec Duval, trouvez-moi la preuve pour Claire. Et pour l'accident de Pierre, je veux les noms. Il hocha la tête, son chapeau mou dégoulinant. Paris, ville des Lumières, devenait ma toile noire. Bientôt, le sang coulerait à nouveau, mais cette fois, ce ne serait pas le mien. Novembre 2020 enveloppa Paris d'un manteau gris, les feuilles mortes tourbillonnant sur les Champs-Élysées comme des âmes errantes. La firme vacillait, les clients fuyant comme des rats d'un navire coulant, et Jacques, acculé, sombrait dans l'alcool. Je le voyais s'effilocher lors de nos réunions au café de Flore, cerne profond, main tremblante versant le calva blanc. Pierre, on doit se serrer les coudes. C'est fuite. C'est un complot. Je hochai la tête, compatissant, tout en sachant que les « fuites » étaient les miennes, canalisées par Lucas via un journaliste freelance du Canard enchaîné. Marie, alourdie par son ventre, passait ses journées à l'appartement, brodant des bodys minuscules avec une ferveur presque maniaque. Elle me surprit un soir, en train de fouiller son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais, Pierre ?» Sa voix était un mélange de peur et de défi. Je m'approchai, posant une main sur son épaule ou un geste tendre en surface, menaçant en profondeur. « Je protège notre famille, mamie.
quelqu'un nous veut du mal. Elle avala sa salive, et je vis le mensonge dans ses yeux, elle savait que, quelqu'un, était moi. La preuve pour Claire arriva par colis anonyme, un dossier jauni, photo granuleuse d'un mécanicien soudoyé, témoignage d'un routier qui avait vu la BMW de Jacques près de l'accident. Ma sœur n'avait pas glissé sur la route mouillée, on l'avait poussée dans le ravin pour un vol mineur qu'elle avait découvert le premier maillon de leur chaîne de corruption. Je pleurais cette nuit-là, seul dans mon bureau, le sein scintillant en contrebas comme un ruban d'argent moqueur. Puis la rage revint, affinée, prête à trancher. J'invitai Marie à un dîner intime autour d'argent, avec vue panoramique sur Notre-Dame encore noircie par l'incendie. Au milieu des canards laqués et du vin de Bourgogne, je lâchai la bombe, j'ai appris pour Claire. L'accident. Ce n'était pas un accident. Elle blêmit, sa fourchette tombant avec un cliquetis. De quoi parles-tu? Je souris, sortant une photo du mécanicien de ma poche. De Jacques. Et de toi, peut-être. Tu étais sa complice dès le début, n'est-ce pas? Les larmes coulurent, sincères cette fois. Pierre, C'était il y a si longtemps. Il m'a forcé. Forcé? Le mensonge était si français, si élégant dans sa lâcheté. Je la laissai mariner, payant l'addition avec un pourboire généreux. Sur le chemin du retour, en taxi sous la pluie, elle murmura, ne dis rien. Pour l'enfant. Je acquiesçai, mais en mon fort intérieur, le plan se précisait, l'enfant serait le pivot de leur destruction. Lucas, de son côté, prenait des risques. Il avait infiltré le compte offshore, transférant de petites sommes vers un fonds caritatif au nom de Claire, une pique symbolique. Mais Jacques le suspecta, le convoquant pour un « entretien ». J'intervins, arrivant inopiné au bureau. « Laisse mon neveu tranquille, Jacques. Il n'est qu'un pion. » Les mots étaient lourds de sous-entendus, et Jacques recula, mais pas sans menace, « Méfie-toi, Pierre. Paris est petite, et les secrets ont des jambes courtes. Cette nuit-là, un appel anonyme, si tu continues, l'enfant paiera. » Ma main se crispa sur le téléphone. Il contre-attaquait. La décision suivante fut la plus controversée encore, engager un mercenaire, un ex-légionnaire contacté via les bas-fonds de Belleville, pour surveiller Marie 24 juillet. Pas pour la tuer ou pas encore mais pour la terroriser. Des ombres dans les rues, des fleurs anonymes avec des lames cachées, des appels muets à minuit. Elle s'effondra, me suppliant, « Quelqu'un nous traque, Pierre. Sauve-nous. » Ironie exquise. Décembre arriva avec la neige rare, saupoudrant les toits comme du sucre glace sur un gâteau empoisonné. L'accouchement fut précipité, complications, césarienne d'urgence à l'hôpital Saint-Louis. Je tins la main de Marie sous les néons froids, feignant l'angoisse, tandis que le professeur Laroche extraignait le petit être hurlant. Un garçon. Jacques, averti en secret, se précipita, son visage un masque de joie paternelle. Je le laissai embrasser l'enfant, notant chaque détail pour le futur. Il est parfait, murmura Marie, épuisée. Parfait pour être leur downfall. Les semaines suivantes furent un interlude trompeur, couches, biberon, nuit blanche dans l'appartement réchauffé par un feu de cheminée. Mais sous cette façade domestique, je tissais la toile. Duval apporta la preuve finale, Jacques avait orchestré ma mort, future non pas un accident, mais un empoisonnement au thallium, indétectable, planifié pour le gala de fin d'année 2025. Le twist me frappa, Marie n'était pas complice du meurtre, elle ignorait le plan final, pensant que Jacques la libérerait, par divorce. Une trahison dans la trahison. Utiliserais-je cela pour la briser, ou pour la retourner? La vengeance culmina au réveillon du Nouvel An, au Moulin Rouge. La firme, moribonde, organisait une fête désespérée pour sauver les apparences. Jacques, ivre de champagne et de désespoir, cornera Marie dans un couloir, Pierre c'est tout. On doit l'éliminer maintenant. Le micro que j'avais glissé dans son collier enregistrait chaque mot. Lucas, posté à l'extérieur, alerta la police. Les sirènes hurlèrent bientôt, les menottes claquèrent sur les poignets de Jacques alors qu'il protestait son innocence. Trahison, cria-t-il en me voyant émerger de l'ombre, tenant l'enfant emmailloté comme un bouclier. Marie s'effondra, hurlant, non, pas ça. Le scandale éclata le lendemain, arrestation pour meurtre prémédité, corruption, homicide involontaire sur Claire. Les tabloïds titrèrent, l'avocat maudit du Marais. Mais le twist final me guettait, l'enfant, prénommé Victor, mon fils, portait un trait génétique rare le même que ma sœur Claire.
Un test ADN approfondi révéla l'impossible, il était de moi. Marie avait menti, la grossesse datait d'avant leur liaison finale. La renaissance n'était pas seulement la mienne. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Jacques pourrirait à Fresnes, mais Marie, brisée, supplia le pardon. Je t'aimais vraiment, Pierre. Tout était pour nous. Mentira-t-elle encore? Je la laissai partir, avec une pension généreuse ou une miséricorde controversée, murmurèrent les amis. Lucas hérita de la firme, purifié. Et moi? Je regardais Paris depuis le pont des Arts, cadenas brisé à mes pieds, me demandant si la vengeance avait guéri ou simplement multiplié les fantômes. La scène coulait, indifférente, et je sus, la vraie renaissance était de vivre sans haine. Ou du moins, d'essayer. Non, ce n'était pas si simple. Les mois suivants 2021 furent un purgatoire masqué en routine. La firme renaquit sous Lucas, rebaptisée, Claire et Associés, un hommage discret qui piquait au vif les anciens clients de Jacques. Les procès s'enchaînaient, audience au tribunal de grande instance de Paris, où les avocats adverses, sentant le vent tourner, offraient des plaidoiries larmoyants. Je témoignais, impassible, déroulant le fil des preuves comme un prosecutor de film noir. Monsieur Lefebvre, confirmez-vous que votre associé a falsifié ces documents, demandait le juge, un homme sec aux lunettes rondes. Oui, votre honneur. Et bien plus. Les flashs des photographes crépitaient, et dehors, les manifestants pour la justice sociale scandaient contre les élites corrompues. Ironie, j'étais l'un d'eux, mais ma chute personnelle m'avait immunisé. Marie disparut dans une clinique privée de la banlieue, soignant son épuisement nerveux. Elle m'écrivait des lettres manuscrites, pleines de regrets poétiques. Paris sans toi est un vide sidéral, comme les étoiles absentes sur la tour Eiffel. Je les brûlais dans le lavabo, les flammes dansant comme des démons rieurs. Victor grandissait, un bambin aux yeux vifs qui me tendait les bras en gazouillant, « Papa ». Était-ce de la rédemption, ou un nouveau piège du destin? Lucas, promu associé, me confrontait souvent, « Oncle, tu changes. Cette vengeance t'a consumé. Regarde-toi, tu ne ris plus. » Il avait raison. Les nuits, je revivais la lame, le sang, le sourire de Jacques en cellule. Un appel de Duval, il prépare un appel. Des témoins achetés. La boucle n'était pas bouclée. La décision controversée suivante fut d'infiltrer la prison. Via un gardien corrompu ou un cousin éloigné de Duval, payé en billets froissés, je fis passer un message à Jacques, « Ta femme est à moi. L'enfant aussi. » Sa réponse arriva par le même canal, une menace codée, « Le thallium n'attend que toi. » Il n'abandonnait pas. Je contre-attaquai en fuyant des preuves supplémentaires à Europe 1, interviews anonymes, dossiers scannés. Le scandale rebondit, Jacques transféré à la santé, où les rats étaient plus loyaux que les co-détenus. Mais le coût personnel montait, Victor tomba malade, une fièvre inexplicable, et les médecins murmurèrent, empoisonnement. Thallium? Non, juste une coïncidence ou le karma. Je veillais son berceau, chantant des berceuses de Brassens, me jurant de protéger ce qui restait de pureté. Printemps 2022, Marie revint, amaigrie, suppliante. Laisse-moi voir Victor. Je suis sa mère. La scène se déroula dans un café du Montparnasse, sous les marronniers en fleurs. Elle pleura, je restai de marbre. Tu as tué ma sœur, trahi mon lit, et maintenant tu veux le lait de la tendresse? Elle avoua tout, la liaison née d'un gala en 2018, les pressions de Jacques pour les malversations, l'ignorance du plan de meurtre. Je pensais qu'il te divorcerait, pas qu'il te. Le mot resta en suspens. Pitié? Non. Mais pour Victor, je cédais des visites supervisées ou une concession qui fit jaser Lucas, tu la laisses gagner? Gagner? C'était mon twist, utiliser sa présence pour piéger Jacques définitivement. Elle accepta de témoigner contre lui, en échange de l'immunité. Trahison en chaîne, comme un domino français. L'audience finale fut un théâtre. Jacques, enchaîné, hurla, elle ment. C'est Pierre le monstre, le fantôme qui nous hante. Le juge tapa du marteau, mais le doute s'insinua dans la salle. Un témoin, une ancienne secrétaire, lâcha, Monsieur Lefebvre a changé après. Un accident. Il parle de vision. Mon secret? Comment? Le hacker, bien sûr Jacques l'avait retourné. Le procès bascula en cirque médiatique, l'avocat fou ou le vengeur? Libération titra, Renaissance ou folie? Je quittai la barre, assailli par les micros.
Chez moi, Victor dormait paisiblement, inconscient du chaos. La vengeance culmina en été, lors d'une confrontation privée organisée par le parquet. Jacques, en salle d'interrogatoire vitrée, me fixa, « Tu es mort, Pierre. Je t'ai tué. » Comment? Je souris, « La mort est une porte, Jacques. » Et j'en suis revenu. Il rit, hystérique, avant de s'effondrer en aveu complet pour stopper la torture psychologique. Condamnation à perpétuité, sans remise. Marie, libre mais brisée, partit pour la Provence, emportant des photos de Victor. Merci pour la seconde chance, murmura-t-elle à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais le bic ACH me rattrapa, Lucas découvrit mon secret via un journal intime oublié. Tr. Trincine. Oncle, c'est de la démence. Il partit, me laissant seul avec la firme vide et Victor grandissant. La scène, témoin éternel, semblait se moquer, la vengeance avait sauvé mon empire, mais détruit mon âme. Étais-je héros ou vilain? Paris ne juge pas, il oublie. Automne 2023, les feuilles rougissaient les allées du Luxembourg comme du sang séché, et Victor, à 3 ans, courait après les pigeons avec une joie innocente qui me poignardait le cœur. La firme prospérait, Lucas revenu malgré tout, mais une ombre planait, des lettres anonymes, postées de Marseille, signées « La Vipère ». Marie? Non, Jacques avait des alliés à un réseau de politiciens véreux, des ombres de l'ancien régime. Un soir, en rentrant d'une audience au Conseil d'État, je trouvai l'appartement fouillé, tiroirs éventrés, photos de Victor lacéré. La peur, cette vieille connaissance, revint. Je renforçai la sécurité aux caméras, serrure, un garde du corps discret nommé Raoul, un colosse auvergnat avec un passé en légion. La décision la plus controversée vint alors, impliquer Victor dans le jeu. Pas directement jamais mais en l'utilisant comme appât émotionnel. J'organisai une sortie familiale à Versailles, sachant que les paparazzi traqueraient Marie. Les photos publiées dans Paris Match la montrèrent en larmes, l'ex-femme trahit rêve de son fils. Le public, ce jury fickle, bascula, pétition pour ses droits parentaux. Jacques, depuis sa cellule, envoya un avocat, libérer mon partenaire pour le bien de l'enfant. Ironie cruelle. Lucas raja, tu joues avec le feu, oncle. Victor mérite mieux. Il avait raison, mais la vengeance était une addiction, plus forte que le bon sens. Hiver 2024, une tentative d'enlèvement. Raoul intercepta 2 hommes masqués près du jardin du Palais Royal, où Victor jouait à la balançoire. Coup de feu étouffé, sirène hurlante. La presse s'emballa, l'héritage maudit des Lefebvre. Interrogatoire au quai des Orfèvres, les assaillants avouèrent être payés par un lieutenant de Jacques, un promoteur immobilier impliqué dans les détournements. Je contre-attaquai en justice, saisissant le pôle financier. Auditions interminables, où je révélai des liens avec l'Élysée, un ministre déchu démissionna dans la nuit. Mais le coup, Victor, traumatisé, faisait des cauchemars, appelant « maman » dans son sommeil. Marie appela, voix brisée, « C'est ta faute, Pierre. Tu nous as tous condamnés. » Condamnée? Elle l'était depuis le premier baiser volé. Le twist surgit au printemps, Duval, mourant d'un cancer, confessa sur son lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière, « J'ai menti pour Claire. Ce n'était pas Jacques, c'était Marie qui a saboté la voiture. » Pour l'héritage. Le monde vacilla. Ma femme, pas mon associée, la première meurtrière. Je confrontai Marie dans une auberge isolée de la Loire, sous un ciel plombé. Pourquoi Claire? Elle rit, amère, elle savait pour nous. Et pour l'argent de ta sœur, qu'elle voulait léguer à Lucas, pas à toi. La révélation, j'avais protégé le mauvais ennemi. Jacques était un pion, Marie, la reine noire. Je la laissai partir, mais pas sans poison, un enregistrement envoyé à la police. Arrestation spectaculaire à Avignon, menottes sur ses robes de lin. Jacques, informé en prison, tenta le suicide raté, bien sûr. Lettre à moi, elle m'a utilisé, comme toi. Nous sommes tous des monstres. Monstres? Oui. La vengeance finale, je visitais Marie en garde à vue, Victor à la main via vidéo. Regarde ce que tu as perdu. Ses cris résonnèrent dans le couloir carrelé. Libérée sous caution aux preuves circonstancielles où elle disparut, laissant un mot, la renaissance est un mensonge. Victor grandit, ignorant, et je me réinventais, mécène des arts, conférence sur l'éthique juridique à la Sorbonne. Mais les nuits, la lame revenait. Étais-je vengé,
ou simplement survivant? Été 2025, Paris bruissait sous la chaleur, les touristes envahissant les quais comme une marée invasive. Victor, 5 ans, apprenait le vélo place des Vosges, c'est rire un baume sur mes cicatrices. La firme était un phare, Lucas son capitaine, marié à une jeune avocate aux idées neuves. Jacques pourrissait, mari en fuite Interpol sur ses traces en Espagne. La boucle semblait close, mais le destin, ce joueur malicieux, avait un dernier atout. Une lettre arriva, postmarque Madrid, je sais ton secret, Pierre. La mort n'oublie pas rendez-vous au Pont-Neuf, minuit, le 8 décembre. Mon anniversaire de mort. Je partis seul, Raoul en planque. La scène scintillait sous la lune, les amants cadenassant leur serment. Une silhouette émergea, Marie, hagarde, un revolver tremblant à la main. Tu m'as tout pris. Maintenant, je te rends l'appareil. Ces mots étaient un écho de ma rage passée. Nous luttâmes, le canon froid contre ma tempe, flashback de la lame. Pourquoi revenir, halte je. Pour Victor. Et pour toi je t'aimais, vraiment. Jacques était le poison. Mensonge ou vérité? Le coup partit, mais pas le mien, Raoul intervint, désarmant Marie. Elle s'effondra, sanglotant, finis-moi. Au lieu de cela, aveu complet, elle avait tout orchestré, de Claire au thallium, Jacques son pantin. Procès express, condamnation à vie. Twist final, enceinte à nouveau, d'un amant anonyme. Un autre fantôme, murmura-t-elle en emmenant les menottes. Victor, apprenant plus tard, me demanda, papa, pourquoi les méchants pleurent? Je le serrai, muet. La Renaissance achevée, je vendis l'appartement, déménagé en Normandie avec Victor et Lucas. Paris resta un souvenir, ville de trahison et de triomphe. La vengeance? Un cycle brisé, laissant place à une paix fragile. Ou peut-être à une nouvelle ombre. La vie, après tout, est le plus grand twist.